Bienvenue au Polysécure, épisode dédié au PME. Je suis accompagné de Emeline. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Très bien aussi. Nous allons embarquer dans la deuxième partie des contrôles qui sont proposés par le gouvernement fédéral, justement pour améliorer que les PME puissent s'outiller davantage et mieux en cybersécurité, justement pour qu'on puisse se protéger adéquatement. Si vous n'avez pas écouté le premier bloc, allez-y. Parce qu'on va faire probablement des références à cette première partie-là dans cette deuxième partie-là, ayant une certaine forme de continuité. Donc, on vous invite à aller écouter le premier. Puis le deuxième va donner nécessairement complémentaire au premier. Fait que je vais te laisser démarrer cette deuxième partie-là. Donc, dans cette deuxième partie-là, on a 6 recommandations. Et la première d'entre elles, c'est une section qui s'appelle « Contrôle de base propre à l'environnement d'exploitation ». Et on parle dans un premier temps de la sécurité de services mobile. Et ça aussi, c'est souvent quelque chose d'oublié, tout ce qui touche la sécurité des téléphones, la sécurité des tablettes, qu'ils soient fournis par l'entreprise ou non. On voit de plus en plus, de toute façon, l'utilisation des appareils personnels des employés, que ce soit mobile, que ce soit ordi, etc. Donc, on pourra s'en reparler, mais c'est d'avoir, dans un premier temps, une politique qui entoure l'utilisation de ces appareils-là pour mettre un bon cadre, de bonnes balises. Mais au-delà de ça, en termes de sécurité de ces appareils mobiles, on peut penser à la séparation des données professionnelles, des données personnelles, que ça peut amener certains enjeux. Si on a un appareil qui est utilisé, je prends l'exemple de l'appareil personnel. Et je fais peut-être beaucoup la distinction dans cette section-là des choses perso-pro, mais je pense qu'à un moment donné, il faut en parler de ces éléments-là. Si je travaille depuis un téléphone ou si je travaille depuis un ordinateur et qu'il est partagé, exemple, avec mon enfant. Mon enfant fait ses devoirs sur cet appareil-là. C'est hyper important de venir cloisonner les sessions. On en parlait justement lors du dernier épisode de la session admin, que c'était pas une bonne pratique de travailler sur sa session admin pour plein de raisons qu'on a énumérées. Mais au même titre, avoir sur un même appareil, utiliser une même session pour des besoins très différents, pour des besoins professionnels, pour le besoin de faire les devoirs de notre enfant. Là aussi, ça amène des enjeux, donc de faire attention à ces éléments-là. De ton côté, on peut parler justement du Wi-Fi, du VPN de nouveau. Une petite chose peut-être que oui, je veux mentionner avant peut-être te passer la parole, mais attention aux applications qu'on télécharge. Ça fait partie aussi de la sécurité. On a parlé la dernière fois des antivirus, de faire attention aux antivirus qu'on télécharge surtout sur notre téléphone parce que généralement il regorge d'éléments malveillants en lui tout seul. Donc de faire attention aux sources depuis lesquelles on télécharge des applications, des logiciels. C'est souvent le problème quand on fait des recherches et je fais peut-être la distinction entre justement qu'on soit sur un laptop ou bien un téléphone. Donc, si c'est un téléphone, on va sur l'App Store. Si c'est un ordi, on va sur Google pour télécharger Zoom. Mais allez sur zoom.com, sur zoom.ca. Allez pas sur 01.net ou je sais pas trop quoi qui va te faire télécharger on sait pas trop quoi de plus. Et surtout, attention aux annonces. Ça, on l'a déjà mentionné lors d'épisodes, mais les annonces peuvent être des liens malveillants. J'ai un résultat de recherche qui est une annonce vers Zoom, par exemple. Ça se peut que ce soit pas vraiment Zoom, qu'il y ait un O en plus ou que peu importe, ce soit écrit en majuscule puis c'est un 0, on est créatif. Mais ça peut être des liens malveillants. C'est déjà arrivé à des gens autour de moi que justement, on pense être sur un bon site web et finalement non, on se fait extorquer nos sous, on paye pour se faire frauder. C'est pas le fun. Donc, sécurité des appareils mobiles, il y a beaucoup de trucs à dire, hein. C'est énorme comme sujet, puis même leurs critères qui sont mentionnés quand même assez importants, puis abordent plusieurs axes. Je trouve, tant qu'à moi, il aurait pu séparer ça un peu plus que ça, parce que c'est quand même un gros morceau où il y a peut-être plusieurs axes qui sont pris, puis que ça peut amener de la confusion. L'axe professionnel et personnel est très important, surtout depuis le confinement, on l'a vu énormément, que les entreprises ont assoupli les règles justement pour utiliser les appareils personnels pour accéder à des systèmes corporatifs. Autant au niveau desktop qu'au niveau appareil mobile, le téléphone et la tablette. On va se limiter à la tablette, appareil mobile dans ce cas-ci, là, et non aux ordinateurs, parce que ça amène des concepts très, très différents. Cet élément-là est très important, cette distinction-là entre l'élément professionnel et personnel, parce que généralement, on va mélanger les deux. Faut faire très attention à la sélection des outils qui nous permettent ce genre de choses. Certains outils le permettent justement facilement
de vivre nos informations personnelles et professionnelles de façon distincte. On va le retrouver, par exemple, dans Android, c'est très, très bien défini, ce genre d'éléments-là, entre cette distinction-là. D'une certaine façon, ils l'ont bien fait au niveau système d'exploitation, au niveau Android entier. Fait que de bien faire attention de ce côté-là. Niveau iOS, iPhone, iPad, ça l'est moins évident parce qu'ils ne le permettent pas de façon au niveau du système d'exploitation. Certaines applications le permettent. Les applications Office, par exemple, vont le permettre où justement cette distinction-là est existante entre les deux et permet justement à l'employé de faire cette distinction entre les deux. C'est très important de mettre ça en place justement pour pas qu'il y ait confusion entre les deux. Tout dépendant aussi du niveau d'importance des informations qui sont utilisées sur ces appareils-là. Justement, d'amener ce contrôle-là, s'assurer que une fois que l'employé a quitté, ben on peut effacer à distance ou une fois que l'application est effacée, il ne peut plus accéder au contenu et que ces éléments-là soient bien pris en charge pour éviter une fuite de données et incidemment d'autres problèmes. L'autre aspect, c'est la sécurité elle-même des appareils mobiles, qui est un autre défi, puis qui est justement adressé qui est abordé dans les éléments de la norme. Ne pas se brancher sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés ou non connus. Faire attention aux appareils Bluetooth qui se connectent. Faire très attention où on amène l'appareil. Ne pas le perdre, l'appareil. Faire attention, mettre un mot de passe sur l'appareil. Mettre ce genre de choses-là. Tu as vécu il y a plus qu'un an la perte. Ton conjoint, je pense qu'il avait perdu volé son appareil. On se retrouve dans des situations embarrassantes. Il ne faut pas que le malveillant soit capable d'avoir le contenu. Donc, de tout protéger ces éléments-là, justement pour amener une sécurité accrue, surtout qu'on a de plus en plus d'informations personnelles, très personnelles, et d'informations très professionnelles, très confidentielles sur nos appareils. Donc, justement, autant ces deux univers-là doivent être adéquatement protégés par des mesures qui sont ça. Je parlais de la référence qu'on faisait d'aller charger l'antivirus. Android, c'est possible. Dans certains cas, peut-être même souhaitable d'avoir un antivirus. Aller chercher d'un site de confiance, des compagnies d'antivirus classiques. On va nommer McAfee, on va Symantec, j'allais dire Microsoft, mais je ne sais pas sur Android c'est disponible. Toutes ces compagnies-là offrent déjà des produits qui sont pour PC ou pour Mac, qui ont des versions équivalentes pour le téléphone. Android, c'est ça. iPhone, ça sert à strictement rien parce que la façon que le système est monté, l'antivirus n'a aucune visibilité sur absolument rien, sauf l'exception de voir si le téléphone est jailbreaké. Mais si jailbreaké, généralement, on le sait. Fait que c'est genre, on est pas mal responsable de cet élément-là. C'est plus de côté entreprise qu'on ne veut pas qu'un téléphone jailbreaké rentre sur notre réseau. Et à ce moment-là, c'est les mesures de contrôle qu'on va déployer justement pour empêcher qu'on ait un appareil de cette nature-là qui puisse se connecter à nos informations parce que il y a une forme de présomption sur les appareils mobiles que le contrôle de sécurité de l'appareil est présent et quand il est jailbreaké, ben, le contrôle de sécurité n'est plus présent. Donc, on ne peut plus garantir d'un point de vue entreprise que l'utilisateur ne va pas aller contourner des éléments de sécurité qui nous sont essentiels comme entreprise. Donc, justement, de les tasser comme ça. Fait que ça aussi, il y a des outils qu'on peut déployer dans la suite de M365, Microsoft 365. Il y a des éléments comme ça. Il y a panoplie d'autres compagnies aussi qui offrent des outils de cette nature-là. AirWatch, qui est maintenant, je pense, chez VMware, où il y a d'autres produits qui, justement, permettent d'assurer ces appareils-là de nous protéger. Et des outils qui sont à notre disposition pour permettre, justement, cet équilibre-là de travail entre la vie professionnelle et personnelle à ce moment-là. Et bref, sécuriser l'appareil, faire attention. Réseau Wi-Fi, usage de VPN quand on est sur un réseau Wi-Fi qui n'est pas connu. Moi, c'est ma stratégie. Mon téléphone, c'est disponible autant sur Android qu'iPhone. Tu as des clients VPN qui, dès qu'ils se branchent à un réseau Wi-Fi non autorisé, non connu, non défini, ben, le VPN se met en place. Donc, empêche justement de tout le monde de pouvoir avoir le contenu. Sur iPhone, il y a eu des petits débats sur l'efficacité. Android, c'est super efficace. Donc, d'aborder cette situation-là, justement, pour limiter le problème, autant avec un VPN comme Proton que j'utilise ou un VPN qui nous mène vers notre entreprise ou vers notre domicile qui peut être disponible. Bref, c'est un très, 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 très grand sujet. Je pense qu'on a juste effleuré les éléments qui sont associés, mais très important. Puis intéressant, moi je me suis noté le dernier petit point par rapport à la connexion automatique au VPN quand tu es sur un... Ça, je me le note pour moi-même parce qu'effectivement, faut y penser. C'est là qu'on est un humain et qu'on n'y pense pas nécessairement. Donc ça amène des failles potentielles. Donc, le plus possible qu'on peut activer des choses automatiques, je mets du pouce, mais faisons-le parce que c'est de la charge mentale de moins et de la sécurité.
en plus. Notre autre point, ça concerne la sécurité des services infonuagiques et les services de TI externalisés. Ça, on a eu l'occasion d'en parler aussi brièvement à l'épisode numéro 1. On a fait des parallèles avec justement exemple, nos données comptables, on veut les passer dans l'infonuagique, on veut les passer dans le cloud. Faut faire un choix quand même relativement éclairé du fournisseur externe avec lequel on décide de travailler. Peut-être que pour nous, dépendamment de notre secteur d'activité, l'emplacement des centres de données va être important. Donc, c'est à prendre en considération dans notre choix aussi. C'est à prendre en considération avec la loi 25. Je sais qu'on fait beaucoup de parallèles avec la loi 25, mais quand même, indirectement, elle nous dicte de plus en plus. Donc, pareil, si on a des choses qui sortent du Québec, et des choses, par chose, j'entends données et renseignements personnels, des données qui sortent du Québec, il y a des éléments à mettre en place. Tes recommandations de base, moi, je trouve, en lien avec l'info nuagique, je me répète, je radote, je sais, mais tout ce qui touche le mot de passe robuste, le mot de passe unique, l'authentification à 2 facteurs aussi est primordial, parce que même si la plateforme avec laquelle je travaille met tout en son pouvoir pour maintenir les choses en sécurité, il faut aussi que je l'aide à maintenir ça en sécurité. Et si mon mot de passe, c'est le nom de mon chien pour me connecter, ça ne marche pas, ça marche juste pas. Donc, faire attention. Oui. Puis c'est le rappel que ces systèmes-là sont exposés à Internet de façon permanente. Donc, les attaquants vont venir les tester régulièrement, vont venir regarder ces systèmes-là, justement. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir de l'authentification forte, comme on me parle dans le premier épisode, d'avoir un contrôle des accès, qu'on n'a pas accès à tout. Justement, la norme vient nous analyser ça, que ce soit des fournisseurs de bonne réputation, qui ont des certifications. Les autres, ils parlent de SSA 18 dans ce cas-ci, qui est une certification très spécifique, mais il existe une panoplie de certifications en info nuagique ou en fournisseur externe, justement, qui nous amènent à avoir un degré de confiance que celui-ci traite adéquatement nos informations, parce qu'on fait confiance à un tiers d'héberger nos informations. Donc, à ce moment-là, il faut être quand même on délègue ces éléments-là. Fait que ces formes de certification-là viennent justement s'assurer ou valider par un tiers qui n'a pas d'intérêt dans la compagnie qu'on va utiliser ce genre d'éléments-là, donc d'être très prudent. Tu mentionnais la localisation des données, effectivement, selon le type d'entreprise qu'on est, c'est très important de sélectionner ces éléments-là. On va souvent nommer souveraineté numérique ou d'éléments comme ça, avec justement d'être prudent parce qu'on n'est pas supposé. On parle de la loi 25, puis ça me fait penser, le RGPD, c'est équivalent. La C27 au fédéral, quand elle va devenir loi, ça va devenir exactement le même genre de préoccupation au niveau du déplacement des données. Elle est rattachée à sa zone géographique, donc on ne peut pas déplacer tout type de données en extérieur de notre zone géographique. Souvent, on va parler de données personnelles. Les lois ont différents critères selon les éléments, donc assurez-vous de bien maîtriser ces éléments-là pour s'assurer que vous ne mettez pas justement en violation de ces lois-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments à considérer. C'est pas magique, l'info nuagique. Il faut lire beaucoup en amont. C'est facilitant à bien des égards. Puis le but, c'est pas de faire peur, mais le but, c'est vraiment de s'assurer que les bonnes mesures soient mises en place pour que vous ayez un succès avec ces outils-là et que justement, ça vous aide à cheminer. Mais l'élément clé de ces éléments-là, c'est justement s'assurer que ces informations-là soient correctement maîtrisées par le consommateur du service info nuagique. Ou externalisé, c'est essentiellement la même chose. Et je reprends mon analogie pour faire du pouce avec ce que tu dis, c'est quand on travaille avec ce type de plateforme-là, ça nous appartient pas. Je reprends mon analogie avec justement les lockers, avec les espaces de stockage dans la vraie vie. Exemple, je déménage dans un appartement plus petit et j'ai trop de meubles. Donc mes meubles, je vais les stocker à quelque part. Ultimement, l'endroit où est-ce que je les stocke, oui, les meubles m'appartiennent, mais l'espace de stockage, je le loue, il ne m'appartient pas. Et là, au même titre, on travaille avec des plateformes qu'on loue. C'est comme si on mettait nos données sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est pas un endroit qui nous appartient, c'est un endroit qu'on loue. Et là, la question légitime, c'est de savoir est-ce que, en ce moment, j'ai besoin de plus de disponibilité de mes données, c'est-à-dire que je vais y accéder n'importe où, que n'importe qui puisse travailler en équipe sur ces données-là, ou bien est-ce que j'ai besoin de plus de confidentialité? Et à ce moment-là, d'autant plus important de faire de bons choix ou peut-être même d'ajouter des couches de protection supplémentaires. En lien avec la sécurité des sites web maintenant, il mentionne une chose intéressante, puis on va vous renvoyer vers une source externe aussi, mais il parle de tenir compte des 10 principales vulnérabilités relevées par, et là je sais pas comment je le prononce, c'est l'OWASP. Est-ce que je le prononce comme il faut? Parfait. Oui.
Donc, ça ressemble à ça. Il y a 10 principales vulnérabilités et donc de colmater ces failles-là en lien avec ces recommandations. On peut penser aussi au quelque chose qui est de base, mais des fois, je vois des protocoles HTTPS qui sont pas nécessairement bien implémentés et donc les choses sont pas nécessairement bien protégées. Et ça, les gens disent, oh, le HTTPS, à quoi ça sert? Ben, typiquement, c'est, t'as un formulaire de contact sur ton site web. Tu veux que, entre le moment où la personne t'écrit et le moment où tu reçois l'information, qu'il n'y ait personne d'autre qui accède au message de ta personne. Et pour ça, c'est le protocole HTTPS qui va venir créer ce tunnel chiffré-là et protéger ce type de communication. Ça ressemble à ça pour les sites web. On avait mentionné aussi lors de l'épisode numéro 1 les mises à jour. Donc, on n'est plus là tant dans les mises à jour, mais ça fait partie de la sécurité pareil. Si on a des plugins, si on a des extensions, important de les mettre à jour. Que vois-tu de plus pour les sites web? C'est un élément intéressant parce que souvent délaissé davantage que les autres éléments qu'on a mentionnés précédemment parce que les entreprises vont payer la mise en place d'un site, souvent sous leur responsabilité, justement. Fait que là, c'est pour ça que l'OWASP devient très important à ce moment-là, justement, de suivre les bonnes pratiques. Parce que si on développe un site transactionnel, on développe des éléments comme ça qui sont vraiment sous notre gouverne, on parle d'un WordPress, par exemple, ou d'un Joomla, ou peu importe la plateforme qu'on a choisie pour mettre en œuvre notre plateforme de commerce. Mais à ce moment-là, on se retrouve à devoir être responsable de ces éléments, dont la mise à jour, comme on a mentionné précédemment, mais également de s'assurer que les vulnérabilités sont colmatées rapidement. Et donc, ça demande une autre réflexion. Donc, s'assurer que si on a sous-traité la conception, que notre sous-traitant ait à la base suivi les bonnes pratiques et incidemment va pouvoir appliquer les corrections s'il y a des problèmes plus tard. C'est pour ça qu'on suggère aussi davantage d'utiliser des systèmes plus gérés. Au niveau du commerce, on a un Shopify, par exemple, est davantage intéressant parce qu'on sous-traite l'ensemble des choses à un tiers. On parle de la souplesse, c'est sûr, mais on réduit les efforts qu'on a à faire de ce côté-là. Puis ça devient, malheureusement, les gens ne me voient pas à quel point c'est dispendieux d'entretenir un site web à long terme, justement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entretien à faire, il y a beaucoup d'éléments à tenir en compte, justement, de faire ces éléments-là. Donc, s'assurer que si c'est votre volonté de mettre les mesures et le financement nécessaire pour le faire vivre dans le temps, justement, à la mise en place qui soit sécuritaire et l'entretien pour qu'il maintienne son état de sécurité à travers le temps et justement qu'on ne se ramasse pas avec un plugin ou une extension vulnérable. Puis ça, on le voit souvent dans des extensions de commerce, entre autres, qu'ils deviennent vulnérables avec le temps. Ça nous mène fraude, vol d'argent et ainsi dans des situations qui peuvent être embarrassantes pour l'entreprise qui peut même poser des pertes financières qui parfois peuvent être significatives. Donc, d'en tenir compte dans la réflexion. C'est pas juste un one-shot puis qu'on laisse traîner là après. C'est de l'entretien. Comme beaucoup de choses en TI, d'ailleurs, c'est ça un peu, je pense, dans l'ensemble, les gens ont un peu de misère à saisir que ça demande de l'amour de façon continue. Si on arrête de donner de l'amour à nos systèmes, ben, ils vont dépérir puis ils vont nous causer des préjudices de sécurité puisque maintenant, on est rendu là. C'est un peu comme justement un régime ou le maintien d'une bonne santé. C'est pas, hop, j'ai mangé une salade un jour, c'est bon, je vais maigrir. C'est tranquillement, on met plein de petites actions bout à bout qui font qu'on est un petit peu plus en sécurité. Et ouais, absolument. Je voulais mentionner un autre petit point qui m'a échappé, ça me reviendra peut-être. Je passe à la suite, la sécurité des supports amovibles. On a parlé des mobiles. Et amovibles, j'ai dit amobile, je sais pas ce que j'ai raconté, mais amovibles, donc les petits supports comme les clés USB, les cartes mémoire, les disques durs externes. Faire attention à leur utilisation dans un premier temps parce que ce sont des supports qui peuvent être facilement perdus, qui peuvent facilement se faire voler. Et justement, une clé USB qui contient de l'information sensible, l'information personnelle qui se perd, ben là, on est peut-être potentiellement face à un incident de confidentialité. Donc, faire attention. Sécurité des appareils, qu'ils soient mobiles ou amovibles, ça passe par faire un inventaire aussi. Quand on a des dispositifs comme ça au sein de l'organisation, c'est important de savoir qui l'a entre les mains, comment est-ce que c'est entretenu, peut-être les chiffrer, donc ajouter des couches de protection supplémentaires et d'avoir un peu un processus. Au lieu d'avoir une clé USB qui se perd dans un tiroir et on sait qu'elle a 6 ans d'âge et qu'elle est sur le bord de mourir, c'est peut-être le moment de la nettoyer, de la détruire. Donc tout ce qui touche la destruction de ces supports-là est important. C'est souvent des appareils qui sont un peu perdus aux oubliettes. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais qu'on oublie en tout cas et qui est pourtant, vu que ça se déplace et que c'est facile à transporter,
ça peut amener des enjeux à ce niveau-là aussi. Ouais, pour la perte d'informations, parce qu'on a eu beaucoup de cas dans les médias qu'il y a eu dans les 15 dernières années ou même les 20 dernières années, on a eu beaucoup de cas comme ça, de listes de clients, de listes de dossiers de clients, de clients de fournisseurs, des auditeurs qui ont oublié les vérifications qu'ils ont faites dans le transport en commun. Il n'est pas rare que ça arrive, donc justement, eux autres, ils présument soit le bloquer, l'empêcher ce genre de manœuvre-là. Puis même avec l'infonuagique maintenant, c'est beaucoup moins nécessaire d'utiliser cette stratégie de déplacer de l'information par clé USB. Maintenant, on peut le faire par l'infonuagique. Si on doit le faire, soit nécessairement chiffrer le contenu des clés, justement, ça va nous empêcher de ça. Puis même une clé qui traîne dans le tiroir, ça a été chiffré. Ben, le pire qui va nous arriver, c'est qu'on oublie le mot de passe, puis on va devoir l'effacer. Donc, à ce moment-là, même si elle tombe de mauvaise main, ben, la personne va littéralement l'effacer. Donc, protéger le contenu plus que des éléments comme ça. Fait que c'est très, très important. Ou bloquer littéralement la copie sur transport amovible. Amovible, c'est ça, tu vas contaminer. Amovible. Justement, en empêchant le branchement de disque dur externe, de bloquer le branchement de clé USB, justement pour que cette situation-là ne se passe pas dans certaines entreprises à plus haut niveau de sécurité. C'est pas rare de voir ce genre de choses-là. Les utilisateurs vont être fâchés, oui, mais je peux pas transférer mes données. Ben, adaptez votre façon parce que maintenant avec l'infonuagique, on n'est plus obligé, ou avec les outils qu'on a dans les mains, on n'est plus obligé d'avoir une clé USB pour transporter d'une personne à l'autre l'information. On est capable de le faire autrement. Fait qu'il faut adapter nos façons de faire justement qui s'avèrent être un peu plus sécuritaire. Puis surtout avec l'information personnelle qui est soumise au RGPD, loi 25, C27. Justement, on a des éléments beaucoup plus à risque. Et personnellement, moi, je traite, puis c'est là que je vais plugger mon image comme de l'information personnelle comme étant des éléments radioactifs ou toxiques. C'est-à-dire que je fais le même traitement qu'en laboratoire avec des gants, un masque, c'est mis loin dans un endroit fermé avec un robot qui fait la manipulation à ma place, justement parce que je ne veux pas, comme humain, être touché à cette information-là, comme l'information toxique ou radioactive ou même virulente. On parle des fuites dans les laboratoires biologiques. Donc, ces éléments-là sont bien vraiment mis dans des contextes où c'est très, très loin. Donc, ça empêche toute fuite d'informations, donc tout dommage associé à la fuite de ces éléments-là. Donc, en tenir compte dans votre réflexion sur les appareils mobiles, pas les appareils mobiles, mais les supports amovibles. Ah, j'ai bien eu. Justement, pour vous éviter ce genre de choses-là, puis même me racheter le chiffrement, ça rajoute de la complexité. Si vous pouvez vous en débarrasser littéralement, faites-le. Utilisez des moyens plus modernes pour manipuler des informations personnelles qui pourraient vous poser mettre dans la barre. Je suis d'accord. Et puis d'expérience, à quel moment est-ce que des supports amovibles entrent encore dans nos vies dans un contexte professionnel? C'est souvent de la part d'employés pour leurs propres besoins personnels. Il faut se dire que quand on coupe certains accès, quand on coupe certaines façons de faire, on est des humains et on trouvera une autre façon de faire qui est peut-être moins sécuritaire que la première par contre. Mais ce que je vois, et ça m'a amené à un autre point que je vais vouloir revenir par rapport à l'épisode 1, mais ce que je voyais beaucoup auprès de mes collègues quand j'étais en entreprise, etc., qu'on utilisait des clés USB parce que, exemple, on n'a pas d'imprimante chez nous, il y en a une au travail, puis là on veut imprimer des choses. Donc avec une clé USB, on prend les choses de notre ordi perso, on les met sur l'ordi pro. Ça amène des enjeux de sécurité clairement parce que qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelque chose de malveillant sur l'ordi perso? Ensuite j'imprime et c'est là l'élément que je voulais amener, c'est en lien avec les imprimantes. Quand on a parlé de sécurité des appareils, on a parlé de routeurs, on a parlé de plein de choses des appareils connectés. Les imprimantes aussi, c'est un peu laisser aller ces imprimantes-là qui sont oui sur le réseau Wi-Fi, mais tu sais ça entraîne. Puis je sais qu'on sort du contexte cybersécurité, mais ça amène des enjeux avec le papier. C'est des choses numériques qui deviennent physiques et que on l'a vu avec le télétravail, tout le monde a fini par mettre ce papier-là qui a été imprimé, qui contient potentiellement des renseignements personnels, des choses plus sensibles. Ils ont juste mis ça au recyclage. Et nos amis les fraudeurs, ils sont encore de la vieille école et il y a encore des fouilles de papier, il y a encore des fouilles de vidange pour aller chercher des informations. Donc, on sort du contexte cyber, mais gardons ça en tête. Et là, j'ai beaucoup dévié avec mes clés USB, mon imprimante, mais... Ben, pas tant. Il y a l'élément, de toute façon, on revient toujours à la fuite d'informations. On sert ça à protéger. Tu vois, historiquement, on parlait avant de parler de cybersécurité, on parlait de sécurité de l'information. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là où aussi on parle de la fuite si l'information fuite de façon papier ou pas. Ça, c'est un problème. Puis dans certaines imprimantes d'entreprise, on retrouve des disques durs où le contenu de ce qui est imprimé est conservé. Donc, on a un élément aussi là à considérer que
faut faire très attention parce que si c'est mal protégé, on parle de contrôle d'accès, par exemple, on parlait de chiffrement. C'est tous des éléments qui doivent être tenus en compte, même sur des imprimantes de plus gros volume, cependant, mais quand même, dans des grosses PME, c'est le genre d'imprimantes qu'on va retrouver, ou photocopieurs imprimantes, ou peu importe maintenant comment ces appareils multifonctions-là, ont toute cette information-là disponible dans leur chose. Donc, si quelqu'un vole le disque dur, ben, il vole tout le contenu de ce qui a été imprimé. Donc, dès lors, si on imprime des documents confidentiels, ben, on a fait fuiter l'information qui est quand même dans un état numérique et quiconque peut se brancher dessus. On parlait de contrôle d'accès aussi. Ben, si les mots de passe n'ont pas été changés, les éléments comme ça, faire référence à d'autres choses, ben, personne peut rentrer dans l'imprimante, aller chercher justement tous les documents qui ont été imprimés. Donc, à ce moment-là, faire fuiter ou potentiellement accéder des informations qui sont pas autorisées. 100%. Notre prochain point concerne les systèmes de points de vente et les systèmes financiers. Je trouve qu'il y a, dans le document, les normes sont très minimalistes et je pense qu'on va pouvoir rajouter des choses en lien avec ça, mais grosso modo, il parle des normes de sécurité des données de l'industrie qui concernent les cartes de paiement, donc le fameux PCI. Ils nous disent aussi d'isoler ces systèmes d'Internet. Mais ils disent pas grand-chose de plus à la lecture que j'en ai faite. J'ajouterais probablement d'autres points. Puis tu sais, isoler certains systèmes, ça dépend ce qu'on entend. Mais moi, quand j'entends système financier, j'entends aussi compte de banque, j'entends aussi virement. Il n'y a pas juste les paiements par carte de crédit. Alors oui, c'est quand même bien encadré parce qu'il y a justement des normes par rapport à ça. Mais pour le reste, tout ce qui touche le chèque est pas tant cyber. Mais si je reviens plus à mon virement Interac, il y a quand même plein de mesures qu'on peut ajouter en lien avec ça, qui sont pas nécessairement mentionnés. Virement Interac, je sais plus si on a fait un épisode sur les virements. Il me semble que oui, voilà, ce serait à faire potentiellement. Mais tu sais, il y a plein de recommandations par rapport à le dépôt automatique. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Les questions-réponses secrètes, de faire des vraies questions. Paris, la question, c'est quoi la capitale de la France? Ça marche pas comme question. Donc plein de petits éléments comme ça, mais j'ai trouvé ce point-là minimaliste. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, en termes d'informations complémentaires, effectivement, il est très minimaliste, puis ils vont diriger vers PCI DSS, qui est la norme de sécurité associée au paiement par carte de crédit. Donc, oui, c'est des choses qu'il faut mettre en application. Énormément. De toute façon, c'est contractuel, fait que ça a plus ou moins d'intérêt dans une norme comme qui est présentée là, puisque de toute façon, c'est déjà encadré par d'autres choses. Peut-être pour ça aussi, c'est minimaliste, mais il voulait juste peut-être s'assurer que les entreprises ne font pas suffisamment attention. Les petites entreprises ne font pas suffisamment attention à ça. Le système qui touche à la carte de crédit doit être exclu des systèmes de l'organisation et ainsi de suite de façon contractuelle avec l'opérateur de choses. Fait que veuillez respecter ça, c'est une chose. L'autre aspect, c'est que les systèmes financiers doivent être séparés effectivement des systèmes d'entreprise. Mais comme chaque secteur de l'entreprise doit être distinct d'un des autres, justement, pour protéger un des autres, pour pas que les gens fassent de la fraude. Il y a beaucoup d'éléments processus qui est rattaché à ça. J'ai vu des cas où les processus associés ont permis des changements dans les systèmes financiers par des gens autorisés, mais qui les contrôles ne vérifiaient pas suffisamment en amont si l'information était demandée. La fraude du président est un autre exemple de ce type-là, où les systèmes financiers sont manipulés à travers un humain qui pense qu'il agit de bonne foi, mais qui a été manipulé par un malveillant qui, justement, va dévier de l'argent dans un compte qui n'est pas autorisé. Donc, tous des processus qui sont beaucoup plus humains, mais qui, malgré tout, si on n'a pas mis les barrières technologiques, vont être utilisées par d'autres gens, puis justement cassés. Mauvais contrôle d'accès, coût-feu insuffisant, segmentation insuffisante. Donc, tout ce qui a été déjà discuté doit s'appliquer de façon probablement plus importante au système financier parce qu'il y a de l'argent, puis c'est là où les gens sont intéressés à se mettre le nez le plus rapidement possible. Oui, puis effectivement, isoler des équipes qui sont pas supposées avoir accès, mais eux, dans leurs recommandations, ils parlent d'isoler ces systèmes d'Internet. Donc peut-être qu'effectivement, c'est réaliste pour tout ce qui touche les cartes de paiement, les cartes de crédit, mais quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des organisations, leur comptabilité et donc leur système de paiement passe par Internet, passe par Stripe, passe par PayPal, c'est pas tant isolé. Nos comptes de banque, on va plus au comptoir, c'est par Internet. Isoler les systèmes d'Internet, c'est à valider ce qu'ils entendaient par là, mais je trouve que pour le reste, excluant les cartes de crédit, c'est très très peu réaliste de sortir d'Internet aujourd'hui pour les paiements et pour les services financiers.
Effectivement, ben c'est ça. C'est parce que pour la recommandation est vraiment carte de crédit. Ils l'ont élargi à système financier, mais fondamentalement, c'est vraiment les points de vente là, qui visaient par cette mesure-là. Ils vont probablement l'enrichir dans une prochaine version, justement, à l'étendre un peu comme on mentionne, où la plupart des systèmes maintenant fonctionnent avec Internet. Il faut juste s'assurer qu'ils soient correctement cloisonnés, protégés, parce que ceux-ci sont peut-être plus névralgiques au sens entreprise, parce que plus attaqués par les malveillants, parce que c'est là où l'argent réside. Et ce qui intéresse les malveillants, c'est l'argent. 100%. 100%. Notre dernier point, puis je vais en avoir un dernier en bonus pour conclure quand même, mais le dernier officiel touche la gestion des journaux de sécurité informatique. Ça, c'est tout ce qui touche des synonymes, c'est des registres, des logs qui viennent témoigner des connexions des utilisateurs. De dire, ben, telle personne, à tel moment, a eu accès à tel fichier, a eu accès à telle donnée. Ça fait du pouce avec ce qu'on disait indirectement tout à l'heure, de dire qui a accès à quoi, mais ça va une coche plus loin, c'est qui a accès à quoi et à quel moment il a accès à ce quoi-là et à quoi exactement dans ce grand quoi. Alors, je sais pas si je nous ai perdu avec ces mots-là, mais ça représente quand même des enjeux et des défis pour des PME parce que ça dépend de quel système on utilise et vu qu'on avec la fameuse webisation d'internet, ouais, c'est ça, webisation, je le dis bien, en fait qu'on passe de plus en plus par le en ligne, par internet pour tout ce qu'on fait, notre comptabilité, nos réseaux sociaux, tout ça, il y a peu de logs finalement, ou en tout cas, ils sont tellement en back-end et nous, utilisateurs ou même administrateurs, on n'a pas nécessairement accès. Comment est-ce que tu vois, toi, ce point-là, réalistement, pour une PME? Pour une PME, c'est une aventure, ce chose-là. En grande entreprise, ça se fait, ça se gère. C'est des systèmes qui sont relativement dispendieux à déployer. En plus petite échelle, c'est peut-être plus difficile. Chaque système permet en général de conserver des traces de ce qui est exécuté sur le système à différents niveaux, différents éléments. Tu en as mentionné qu'il y a un certain nombre. Ça va du coupe-feu qui va tracer toutes les tentatives de connexion ou qui sont refusées au système qui détermine qui s'est branché et quand c'est branché ou l'opération qui est exécutée. On peut le voir comme un peu un relevé bancaire où les opérations sur notre compte sont toutes journalisées, donc toutes consignées aux choses. Fait que c'est un registre de cette nature-là. Quelle opération a été faite sur quel système par quel utilisateur? Donc, de ce moment-là, on est capable. C'est utilisé beaucoup en gestion d'incidents, justement parce qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé, comment le malveillant est rentré, tout ça. Là, on est dans des journaux techniques qui sont rarement utilisés de point de vue gestion. Sinon, d'un point de vue gestion, puis là, on parle plus d'audit dans ce moment-là, en termes de distinction entre les journaux techniques et les journaux plus administratif. Les audits, on va retrouver justement qui est rentré, quelle opération a été effectuée sur le système, sur cette personne de façon beaucoup plus intelligible. Les systèmes infonuagiques l'offrent en général. Faut le chercher, cependant. Ne permettent pas toujours de l'exporter ou de le rendre dans un système à part. Le guide est un peu mou sur ça, puis il réfère à une norme du gouvernement américain qui est le NIST, qui est une très bonne norme par ailleurs, mais qui est peut-être un peu trop exigeante pour la PME de petite taille. Peut-être pour la très grosse PME, là, on va leur retrouver ce genre d'éléments-là qui est capable de mettre en place la consolidation des journaux, les analyses, l'équipe de sécurité qui est associée, puis tu le regardes qui est associé ça. Sinon, pour les plus petites, mais juste de regarder une fois de temps en temps, s'assurer que les bonnes personnes sont branchées au système, il n'y a pas eu des attaques, des éléments comme ça, juste de regarder ce qui nous est rendu disponible dans des environnements intégrés comme Google, Microsoft, par exemple, on va retrouver des portails unifiés où toutes ces informations-là sont consolidées et même à certains points traitées pour nous, justement parce que ça nous permet justement de ne pas avoir à toucher à cette complexité-là. Sinon, faites-vous accompagner. Des fois, il y a des obligations réglementaires. On va regarder comme la loi 25, le RGPD vont l'exiger. Un certain seuil de journalisation parce que c'est en cas d'incident de confidentialité. Si vous n'avez pas d'informations qui accédent quoi, ça pourrait vous causer des soucis très graves et probablement des pénalités financières qui sont très importantes également de savoir. Fait qu'au moins de conserver cette information-là, même si elle n'est pas traitée, justement pour être capable de répondre à ces éléments-là réglementaires ou contractuels, où il y a plein d'éléments comme ça. Puis l'autre élément, ben, ça devient de plus en plus important pour les PME qui font affaire à des grandes entreprises ou le gouvernement, mais les exigences vont se retrouver justement dans ces contrats-là, dans les capacités de traiter, fait que justement de commencer à vous préparer à ce genre d'éléments-là et de vous familiariser avec probablement, si vous êtes une très petite PME, une compagnie tiers qui va vous accompagner, mais de mettre en œuvre, mais c'est des choses à regarder dans
à considérer que vous devez avoir en main d'une façon ou d'une autre, là. Maintenant, on peut plus dire qu'on ne sait pas que ça existe. Maintenant, on a mis en lumière cette belle norme-là qui existe. Vous avez vu, bon, l'épisode 1, on est passé au travers de 8 recommandations, 8 normes. On y a été avec beaucoup d'enthousiasme. Pareil, pour les 4 premières, on y a été avec énormément d'enthousiasme. Les 2 dernières, moi, personnellement, les normes, je les connais depuis un petit moment et celles-là, effectivement, en préparant le podcast, ces 2 dernières-là sont apparues. Donc, elles ont été mises à jour et on voit que potentiellement, elles vont être amenées à être bonifiées parce qu'effectivement, dans la façon dont on les a traitées, on voit des petites choses qui manquent. On a utilisé le mot minimalisme pour les décrire, mais on voit qu'on était pas moins emballés, mais en tout cas, il y avait des petites zones d'ombre encore. Donc, c'est très chouette. Moi, mon bonus, tu t'en doutes, je vais prêcher pour ma paroisse, former les équipes parce que on peut avoir mis tous ces dispositifs de sécurité, on peut mettre toute l'énergie qu'on veut à sécuriser toutes ces plateformes, tous ces appareils, tous ces systèmes. C'est quand même important d'investir dans de la formation pour sensibiliser les équipes, pour qu'ils maintiennent les bonnes pratiques à avoir, pour que tout le monde soit au même niveau. J'entends souvent des entreprises dire moi je veux former juste les gens qui sont mauvais et je comprends la motivation derrière, mais d'un autre côté, et je pense que j'ai déjà dit sur le podcast, les gens qui sont bons ne savent pas nécessairement qu'ils le sont. Donc il faut leur faire savoir pour que ça devienne eux aussi des ambassadeurs de ces bonnes pratiques-là, que ce soit la personne de référence à qui on vient poser des questions quand on n'est pas sûr d'une telle communication ou de telle chose reçue. Donc c'est mon petit point bonus pour conclure. Oui, puis on oublie souvent l'humain dans le processus. Puis de plusieurs façons, on oublie que l'humain est faillible. Donc, il faut mettre des mesures technologiques pour l'aider et l'accompagner. Ça, c'est une chose, parce que des fois, on a tendance à juste remettre tout le blâme sur l'utilisateur. Il faut s'assurer que les processus qui encadrent l'utilisateur soient adéquats aussi, justement, pour que ça l'aide à prendre des bons comportements. Donc, cet encadrement-là et la formation vient justement mettre la colle là-dessus pour que l'utilisateur comprenne les mesures qui ont été mises en place et que ces outils-là, ces mesures-là viennent l'aider et justement qui participent à la mise en œuvre de ces outils-là. Ça évite la fraude du président quand les gens sont formés et que les mesures technologiques sont en place pour éveiller, mettre le petit doute nécessaire que l'utilisateur comprenne. Donc, c'est très important de maintenir parce que c'est fondamentalement nous qui manipulons ces ordinateurs-là. Ils se manipulent pas encore tout seuls. Donc, à ce moment-là, on est une partie prenante très, très présente dans les mesures de sécurité. Donc, si on met pas en œuvre, on fait juste mettre des petites affaires cachées, ben on s'aide pas nous-mêmes, là. Oui, exactement, exact. Toujours un plaisir. Merci sincèrement pour la tribune et pour l'occasion une fois de plus. Très agréable, justement, ça nous permet justement, puis un épisode comme celui-là de venir capitaliser sur justement nos épisodes précédents ou les épisodes autres qui ont été enregistrés, justement pour qu'on puisse se remettre peut-être dans une forme de continuité ces éléments-là. Très intéressant parce que ça amène des axes intéressants qui, pour moi, dans ma zone professionnelle, je ne fais peu, puisque je travaille plus en grande entreprise en général. Donc, c'est des axes que je trouve importants d'aborder puisque c'est un peu retourner aux bases. Puis des fois, on oublie en grande entreprise de retourner aux bases, puis à des éléments beaucoup plus simples et qui sont d'une très grande efficacité. Fait que ça me permet c'est toujours très agréable. Merci beaucoup et à la prochaine.